tous ces gens en Belgique ont acquis leur richesse en polluant, en volant en Afrique. C'est ça la réalité, M. Bachir et chers téléspectateurs. Donc Patrice Talon, c'est l'exemple que nous devons suivre. Nous devons comprendre aujourd'hui qu'on peut s'enrichir en Afrique, qu'on peut être capitaine d'industrie en Afrique, on peut être rejeté par l'Occident, mais en Afrique, on peut trouver son compte. Parce que l'Afrique a énormément de potentiel, de ressources, et il nous appartient tout simplement de les développer. Mais maintenant, quand on parle de la France-Afrique, la France-Afrique, pour moi, c'est une pieuvre parasitaire. C'est une mafia qui saigne l'Afrique et l'exploite dans tous les sens au profit d'une élite comprador, tant française qu'africaine. Parce que, en réalité, les masses africaines ou françaises ne profitent pas de ce système et de ces mécanismes qui sont mis en place pour nous maintenir dans ce système néolibéral dans une pauvreté indécente. Parce que, voyez-vous, en Afrique comme en France, on rencontre la pauvreté extrême. Ça, c'est ce que les médias français, occidentaux nous disent, mais ça, c'est aussi un autre visage de la France-Afrique. Mais cette France-Afrique-là n'est pas invincible. Nous pouvons la vaincre. Nous observons l'élection de Patrice Talon. Nous avons vu le cas de la RCA avec Faustin Archange Touadéra. Nous avons vu Roch Christian Kaboré au c'est des électrons chocs. C'est des électrons chocs contre cette pieuvre. Cette peut être démontée. J'ai dit, à l'exemple, comment on peut la démonter, Bachir? Regardons tout simplement, on peut s'inspirer d'un exemple chinois. Les Chinois, voyez-vous, ont vaincu l'impérialisme. Nous avons en Afrique aujourd'hui des prééminences institutionnelles comme le président Idriss Déby, le président Obiang, qui portent haut ce flambeau de la lutte contre l'impérialisme à travers des prises de position déconcertantes pour beaucoup d'observateurs non avertis. Par rapport à la question du franc CFA, par rapport à la question de toute forme de souveraineté que les États devraient avoir. Alors, il appartient maintenant à la société civile, au lieu de créer des mouvements de balais, de sifflets, de ceci, de je ne sais pas quoi, il y en a marre, de s'appuyer ce combat que ces prééminences ont bien voulu déjà porter haut, c'est-à-dire nos sociétés secrètes, nos bourgeois, nos têtes couronnées, nos princes devraient s'inspirer de l'exemple chinois que malheureusement on est très souvent dans nos écoles. Je voudrais parler de la révolution des boxers. Parce que nous avons des sociétés secrètes. Jean de Dieu ici a convoqué tout à l'heure les différents où il parlait de l'école, de la religion. Vous voyez, chez nous, nous avons l'Iboga au Gabon. Nous avons Essingan au Cameroun. Nous avons une multitude de sociétés secrètes en Afrique de l'Ouest. Ces sociétés secrètes doivent être mises à contribution pour ébranler cette France-Afrique qui est un cancer pour nous. Parce que le mécanisme que les Chinois ont employé et qu'on refuse de nous enseigner, qu'on refuse d'enseigner à la jeunesse africaine, c'est un mécanisme gagnant. Parce que grâce à ça, et je crois que on a un exemple, et c'est la raison pour laquelle un monsieur comme Blé Goudé, le général au menu, est véritablement poursuivi. On veut on a vu ce qu'il fait grâce au menu, grâce au renforcement moral, au renforcement patriotique, on peut ébranler cette France-Afrique. Il suffit de porter, de continuer à conscientiser, comme nous faisons déjà ici sur Afrique Média, que des myriades, des légions, de panafricanistes prennent le relais, s'approprient ce combat pour que les consciences s'éveillent véritablement dans notre continent et que demain, on n'ait plus des politiciens français sur la retraite qui viennent en Afrique nous promettre d'électrifier toute l'Afrique alors que la France elle-même déjà n'est pas électrifiée. Vous suivez mon regard. Donc, mon cher Bachir, nous devons rester lucides
nous les Africains, et comprendre que l'Afrique est en train d'ouvrir, de s'ouvrir, hein, que le combat que nous avons initié et que Afrique Média nous a permis de lancer véritablement. Ensemble, il faut donc reconnaître et féliciter la victoire de Patrice Talon et continuer la conscientisation. C'est ce que je retiens. On va aller à Douala avec Alain Michel Yetna avant de revenir boucler ce thème par le professeur Ahmed Mohamed Hassan. Alain Michel Yetna. Merci Bachir. Un ou deux messages rapidement. Il faut encourager le peuple béninois pour avoir librement choisi son président, Patrice Talon. Mais j'ai un souci, est-ce que M. Talon peut être juge parti? C'est Burgri John de la Côte d'Ivoire. Un dernier message. Voilà. Tout d'abord, ce sont les panafricains qui ont voté Talon. Pour le reste, M. Talon lui-même ne l'est pas. C'est David de la France qui nous a envoyé ce message. Président Bandakani, voici ce que constatait avant le second tour Cédric Maïdrargue. C'est un expert, c'est expert de la vie politique béninoise au pôle de recherche Les Afriques dans le monde. Quand on voit ceux qui soutiennent Talon, on se rend compte qu'il y a des anciennes figures politiques béninoises et les anciens ministres de Yahi. Nous ne sommes pas dans quelque changer radicalement la manière de faire dans de la politique au Bénin. Ça, c'est ce que remarquait cet expert de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui va changer d'après vous? Est-ce que alors vous partagez le point de vue de cet homme? Est-ce que le fait qu'on ait Talon est une preuve qu'on est en train d'assister à la déchéance de la France-Afrique? Alain Michel, vous vous souvenez que nous avons été, en toute modestie, les pionniers, les précurseurs de la dénonciation de cette campagne contre M. Zinsou. Mais vous vous souvenez aussi que lorsque nous l'avons dit ici, nous avons dit que nous ne sommes pas dans ce jeu qui consiste à enfermer les Africains dans un choix néocolonial, à savoir choisir entre la peste et le choléra. Vous vous souvenez que nous l'avons dit ici. Donc nous sommes constants. Nous sommes très constants dans cette position. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dessus, nous ne sommes pas impressionnés par les vents, les faux vents qui soufflent. Pour lutter, pour libérer l'Afrique, il faut avoir les pieds bien enracinés dans de vieilles traditions africaines de résistance, dont nous sommes les héritiers. C'est pour dire quoi? Ce qui se passe au Bénin, là, c'est un processus. Comme beaucoup de pays africains, comme les Africains, on veut nous faire croire que les Africains, nous allons échapper à la loi de l'histoire. Qui dit quoi? Qui dit que chaque pays libre, souverain, se donner l'avenir et un destin. On veut faire croire aux Africains que les Africains peuvent se passer de cette loi en conciliant l'impérialisme, le néocolonialisme et ce qu'on appelle démocratie. Je laisse ce débat-là à ceux qui font ça. Le problème de la solution, c'est la démocratie. On peut démocratiser les néocolonies. Je laisse ce débat-là. Non, nous sommes constants sur nos positions par rapport à ça. Donc le Bénin est dans... Et l'affaire Zinsou a simplement remis les Béninois dans la ligne de l'histoire, à savoir que leur pays ne va être un véritable pays que lorsqu'ils vont se libérer de ce qu'on appelle de la même mise du néocolonialisme français sur leur pays. Je voulais dire que l'histoire du Bénin et de la France, ça dure bientôt 420 ans. C'est depuis 1704 que la France a mis les pieds au Bénin. Et s'est approprié les Béninois. Je voudrais rappeler ici sur les éléments historiques que le 22 juin 1894, le pays devient la colonie française et de ses dépendances par décret du président de la République française, Marie-François Sadi Carnot. Voilà comment on crée un pays. Et on peut dire que ça n'aura pas d'impact ce pays-là. Nous parlons des phénomènes historiques. Donc, ce qui se passe là au Bénin avec Zinsou Talon, c'est là dans un processus qui réconcilie les Béninois avec la tâche historique qui se pose à tous les peuples dans l'histoire, se libérer, acquérir la vraie indépendance. La vraie indépendance. Et le Bénin est dans cette dynamique-là. Vous savez, cette affaire de Patrice Talon et de président Talon, il est désormais président Talon et M. Zinsou. Moi, ça me rappelle Marc Ravalomana et Rajoy, le DJ, dans un pays à Madagascar. C'est peu caricaturant, mais ça ressemble un peu à ça. Vous savez, il faut pas mentir aux Béninois. Le président Talon, c'est un homme d'affaires. Quand on nomme l'homme d'affaires, on ne devient pas philanthrope au soir de sa vie. Si vous croyez les billes là pour tromper les gens.
Il n'y a pas un homme d'affaires ne peut pas être un philanthrope, ça n'existe pas. Dans l'histoire des peuples, et particulièrement les peuples qui ont eu à affronter ce qu'on appelle le joug colonial, jamais un peuple ne se séparer un homme d'affaires. Jamais. Citez-moi un seul exemple dans l'histoire. Un seul exemple. Si un pays a fini cette phase de son histoire, comme les États-Unis ont eu à un moment donné, on peut mettre un acteur président comme Reagan. Ce n'est pas un problème dans des pays comme cela. Parce que ce sont des pays finis, comme on dit dans un certain langage. Ce sont des pays finis. Mais montrez-moi dans l'histoire, quand les peuples sont dans le processus de libération, ce n'est pas les hommes d'affaires qui les portent. Il n'y en a pas les hommes dans l'histoire. Ce sont des visionnaires. Des gens qui portent un véritable projet de rupture et d'émancipation. C'est eux qui libèrent le peuple. Donc, ne mentez pas aux Béninois. Talon ne va pas les libérer. C'est un processus qui va servir à élucider les contradictions politiques et historiques de ce pays simplement, raffermir la conscience politique des Béninois pour qu'ils s'engagent dans le vrai combat qui est de briser le pèse sur le pays. Et ce jour-là, n'en déplaise à Mme Lamine Djamène, c'est la France. C'est la France. C'est 420 ans d'histoire. C'est la France. C'est la France. Donc, c'est de ça qu'il s'agit là, dans ce processus-là. Je dis que ça me rappelle Marc Ravalomanana et Rajoy, le DJ. Vous savez, j'ai entendu certains maîtres nous dire que le président Talon est désormais l'exemple à suivre. Ça me fait sourire. On n'a pas le temps d'aller Michel Yéna. Il faut qu'on fasse un débat ici pour savoir qu'est-ce qu'on appelle un industriel. Qu'est-ce qu'un industriel? C'est quelqu'un qui prend de la matière première à l'état brut, lance la matière première dans un processus de transformation jusqu'au produit fini, dans une dynamique intégrée. Vous en connaissez un seul en Afrique. On parle de quoi? Est-il possible d'être un industriel dans un pays du précaré africain, dans un pays africain, sans avoir à affronter les dures réalités de l'impérialisme économique? Vous avez déjà vu ça où? Moi, je sors d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Il fut un temps là-bas, le patronat était dirigé par un salarié d'une multinationale étrangère. Il était le patron des patrons anciens. De quoi est-ce qu'on parle? Vendeur de Bayam Salam. Plein pays avec le Bayam Salam. Comment on dit au quartier? Permettez-moi l'expression, hein? On chante plein pays avec le Bayam Salam. Ce sont des véritables industriels. Quand on parle de la bourgeoisie européenne, ce sont des gens qui ont fait la révolution. Ils ont changé l'économie du pays. Ils ont développé les forces productives pour utiliser un langage du jargon. Et ça a débouché sur une révolution. Mais quand je vois en Afrique, on me parle de choses, il n'y a pas un seul industriel en Afrique digne de ce nom. Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Non. Aucun industriel digne de ce nom ne peut pas accepter que son pays, sa partie d'origine, soit sur le joug de puissance économique étrangère. C'est impossible. Parce que le premier territoire de confiance, le matelas de sécurité d'un industriel, c'est sa patrie d'abord. Quand les marchés extérieurs sont durs, quand les marchés extérieurs sont difficiles, le patriote industriel sait que son matelas d'atterrissage, c'est sa patrie. Vous n'avez même pas encore libéré votre patrie. Vous parlez d'industriel? On parle de quoi? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Les Béninois aient quand même choisi entre Zinzou, qu'on est posé, comme vous l'avez démontré ici. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je suis de ceux qui pensent que Patrice Talon, le président Talon, a achevé sa mission historique en battant déjà Zinzou. Mais il ne faut pas mentir, mais ne leur faire croire que le ciel, le bon ciel va tomber sur la tête. C'est faux. Il faut les expliquer qu'ils sont dans une dynamique de combat historique qu'ils doivent poursuivre. Conquérir l'indépendance de leur nation. Leur pays est entre les mains de la France. C'est cela qui est la vérité. C'est une vieille malédiction qui dure 420 ans pour les Béninois. On n'a pas le temps pour le dire. Pendant 420 ans, la France a construit... Mais c'est ce confort avec le Bénin. C'est confort avec le Bénin. Attendons. Alors, tout à l'heure, rapidement, quand je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un débat ici. Il faut quand même appeler notre ami Célestin Djamène à un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Nous sommes très fiers qu'il parle comme ça sur Afrique Média. Par respect pour lui, je ne vais pas rappeler certaines choses. Il faut un peu d'humilité. De quoi est-ce qu'on parle? Vous découvrez la lucidité aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait des leçons de lucidité à qui? À quel continent? Vous faites des leçons de lucidité à un continent de Lumumba, de Sankara, de Oumyobé, de Wandje, de Moumié, et de Laurent Gbagbo, de toute cette lignée ininterrompue depuis près de 1000 ans, de résistants qui résistent. Vous voulez faire des leçons d'humilité? Alors, si vous dites qu'il ne faut pas surestimer la France, mais vous aussi, il ne faut pas sous-estimer l'impérialisme, vous vous trompez. Vous vous trompez, parce que M. Djamène qui avait sorti là d'ici, il va utiliser le franc CFA, qui est le symbole direct de sa situation d'esclave. Et même comme lui lutte contre ça, je veux croire. Les faits sont là. Les faits sont là. L'impérialisme est là. Nous sommes dans les pays, nous ne produisons même pas ce que nous consommons. Nous n'avons aucun contrôle de notre espace économique, aucun contrôle.
Un pays libre, c'est un pays qui a au moins le contrôle, un peu le contrôle, partie essentielle de son économie. C'est la vérité de tous les pays qui dominent le monde. C'est la vérité de tous les pays qui aspirent à un peu de dignité dans le monde entier. Regardez les pays africains. Aucun pays africain n'a le contrôle de son espace, de son sous-sol, ni de son sol, même de son ciel. Alors cette situation-là, la lucidité consiste à savoir accepter la lie pour l'affronter. D'accord. Pour l'affronter. Donc, c'est quand même un débat sérieux. Oui, rapidement. C'est quand même un débat très sérieux. Temps, voilà. Président, donc pour dire qu'il faut qu'on fasse un peu attention. C'est nous qui avons démontré ici que les forces endogènes et les forces exogènes se confondent. Et c'est l'évolution du monde qui est devenue ce qu'on appelle la globalisation de l'impérialisme qui impose cette lecture. Mais de là à faire croire aux Africains, mon Dieu, que les forces endogènes sont plus fortes que les forces exogènes, qui les ont créées, qui les nourrissent et qui les entretiennent. Si ce n'est pas ça la célébration de l'impérialisme, comme disent ce que c'est. D'accord, Président, merci beaucoup. Rapidement, 30 secondes, nous repartons à N'Djamena. Je voudrais dire que j'ai un problème là. 30 secondes, vraiment. Mon problème, c'est qu'à l'école coloniale, on m'a appris le futur simple. Je crois qu'on aurait dû m'apprendre plutôt le futur compliqué. J'ai l'impression que l'Afrique doit être compliquée demain. Et ça, si on ne fait pas très attention, je dis encore, peu importe la lenteur de la course, tu seras toujours plus rapide que ceux qui restent dans leur divan. Je pense que nous qui avons engagé une course, quelle que soit la lenteur, on est quand même plus rapide que ceux qui n'ont même pas compris le sens de la lutte commune. Actuellement, c'est ce que vous voulez dire. Merci beaucoup. Nous avons encore le professeur Mohamed Hassan à prendre du côté de N'Djamena. Donc, Bachir, vous avez l'antenne, rapidement. Merci Alain Michel Lietna. On a beaucoup écouté, professeur Ahmed Mohamed Hassan. On a écouté beaucoup de choses de part et d'autre. Je crois que toutes, comme Jean de Dia ici dit, les ondes cosmiques sont réunies pour que vous fassiez complètement la conclusion de ce thème. Bachir et Alain Lietna, de l'autre côté, je crois que j'ai failli ne pas prendre part au gros festin. Oui, et sincèrement, j'ai beaucoup appris. Je n'ai même pas grand-chose à dire, n'eût été le fait que je dois rassembler tout cela, parce que l'importance du débat m'amène à prendre la parole. Sincèrement, je félicite d'abord à France Africa pour reprendre d'une autre manière un thème qui entre dans sa ligne éditoriale, qui est celle de lutter pour la libération de l'Afrique. En fait, c'est cela. Nous le prenons d'une autre manière. Premièrement, Bachir, j'ai visité le peuple béninois et rappelé que le Bénin, ce n'est pas pour la première fois que pour la lutte de la libération du continent et de son propre pays, les Béninois nous donnent des leçons. Déjà, avec la question des communistes et des capitalistes, le Bénin de Kérékou nous a donné des leçons. N'oublions jamais cela. Le Bénin de Kérékou nous a donné une grande leçon après la chute du mur de Berlin, et quand on reprend les questions des démocraties et l'entrée de transformation des sociétés africaines et des mécanismes de dévolution de pouvoir avec la démocratie, avec la chute du mur de Berlin, et le Bénin a inventé l'arbre à palabres qui est celui d'inaugurer les conférences nationales souveraines. Ça, c'est une grande rupture, et Kérékou s'est retiré pour laisser la place aux nouveaux dirigeants. C'est une deuxième leçon. Les Béninois nous apprennent et nous donnent beaucoup de leçons sur la lutte qu'ils mènent, l'intelligentsia béninoise, la contribution qu'elle apporte pour la libération de l'Afrique, et surtout du petit pays le Bénin, l'ex-Dahomey, sur la conscience que l'élite béninoise prend quant aux jougs et aux chaînes françaises qui nous continuent à nous lier depuis la colonisation. Le problème de la France-Afrique n'a pas commencé maintenant. Très récemment, nous avons eu des Sankara, nous avons eu des Sékou Touré, nous avons eu tant d'autres présidents, et à chaque fois, les Africains, même si ce n'est pas par la force, tentent de donner un signe de révolte contre les jougs. Ils ne veulent pas continuer à être maintenus en prison, et ne veulent pas être maintenus sous la domination française et l'exploitation éternelle de nos ressources. Nous sommes toujours des wagons que traîne le train français dans la classe des dirigeants et la place des mondes. Nous sommes sous le joug français quand il s'agit du franc CFA. Nous sommes sous le joug français quand il s'agit de la dévaluation du franc CFA. Nous sommes sous le joug français quand il s'agit de nous entraîner dans l'Union, notamment la question du traité de Maastricht, et avec la monnaie euro.
Les mécanismes, et là, nous ne parlons pas de notre place dans les Nations Unies, le vote des Africains derrière la France quand il s'agit des choix et du vote des grandes décisions qui régissent le monde. Aujourd'hui, nous sommes à une rupture où pas la France-Afrique, c'est trop fort pour dire que la simple élection d'un choix de 2 dirigeants, un pro-français et un autre, sorti de nulle part, n'eût été le fait que ce soit un grand entrepreneur. Ce choix du peuple béninois puisse donner le déclic de la lutte contre la France-Afrique. Non, c'est à saluer. Je suis tout à fait d'accord avec tous mes frères ici. C'est à saluer, mais ce n'est qu'un début. Et ce début ne va pas se limiter seulement au peuple béninois. C'est une question qui concerne tous les Africains. La France-Afrique, c'est gros. C'est trop gros pour que ce soit seulement les Béninois, ou que ce soit seulement les Guinéens d'hier, ou que ce soit les Tchadiens avec la déclaration du président Déby à Béché, en août dernier, quand on a le franc CFA, on a qualifié de tout le président Déby. On a qualifié que non, c'est un suicidaire, on a qualifié qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il a en pris, etc. Non, je crois que c'est une prise de conscience quand on arrive à un niveau de responsabilité internationale. Le président Déby, le hasard a fait qu'aujourd'hui, il assume la présidence de l'Union africaine, la présidence tournante de l'Union africaine, donc il a des grandes décisions à poser. Il a fait un très grand discours lors de sa passation de pouvoir entre lui et Robert Mugabe, mais il voulait être un homme d'action pour faire avancer les petites briques qui libèrent l'Afrique. Il fallait que tous nous en soyons conscients. Je ne veux pas que dans nos débats, quand il s'agit de dossiers assez graves, assez sérieux, liés à notre liberté, à notre indépendance, liés à notre souveraineté pour lesquels nous sommes tous conscients qu'il y ait des petits titillements ou des petites fléchettes entre nous, ça affaiblit nos efforts, ça annule nos efforts. Je ne pense pas qu'il serait nécessaire que sur le plateau nous affichions un infantilisme qui nous affaiblit. Ce n'est pas intéressant, parce qu'on a des choses très importantes. J'ai vraiment eu la chance de clôturer ces débats-là. Et merci beaucoup, parce que j'ai appris beaucoup de choses. En commençant du professeur Sitak jusqu'aujourd'hui mon frère Bandekani. Je crois qu'on a appris des choses. C'est toutes les choses qui contribuent et qui convergent vers ce qu'on appelle, l'élite africaine a pris conscience de sa situation. Ça, au moins, ça se ressort de ces débats-là. 2, que la question de la France-Afrique et la question est très importante et prise à cœur par Afrique Média et par les panélistes. 3, la lutte est engagée. Ce n'est qu'un processus, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un processus et la lutte est engagée. Ce n'est qu'un processus que nous devons continuer. Nous ne devons pas relâcher. Nous avons connu l'élection de Bangui. Peut-être qu'à cette époque, nous n'avons pas intitulé le sujet ainsi. Bangui, le choix des réseaux français et africains de l'Élysée n'était pas le professeur Faustin. Non, aujourd'hui, la même chose avec notre frère Patrice Talon au Bénin. Mais il y aura d'autres élections qui vont venir. Et je crois, n'oubliez pas, la France-Afrique ne va pas nous lâcher. Les réseaux ne vont pas nous lâcher. Ne nous lairons pas. Ah non, il faut réagir d'une manière ou d'une autre. Il y a un événement qui nous attend, nous, élite africaine. C'est la question de la redéfinition, surtout de la géopolitique internationale, avec le problème de ce qui se passe en Syrie. J'appelle et j'interpelle l'élite africaine de suivre pas à pas qu'il y a une partie de notre destin qui est en train de se définir au niveau de la lutte en Syrie, par rapport à cet État islamique, par rapport à Daesh et surtout par rapport à la question du devenir du président Assad. Et ça, c'est des choses qu'il faut que nous ne soyons pas loin. Nous devons observer la position, le retour de la Russie dans le concert des nations. La question de la Turquie, la question aujourd'hui du déclin de la France. Je finis la justice par là. J'étais à Paris il y a quelques années, lors de l'arrivée au pouvoir de M. François Hollande à l'Élysée. Alors, un ami avocat, aujourd'hui retraité depuis lors, suivait le débat et il m'invitait à un déjeuner à Paris et il me disait Amat, est-ce que tu as suivi le discours de François Hollande? Les socialistes disent c'est fini avec la France-Afrique. C'est eux qui avaient commencé à parler ainsi. Oui. C'est les Français qui avaient commencé. Les socialistes, en arrivant à l'Élysée, disaient nous on ne veut plus de la France-Afrique. Nous on veut tout arrêter. Nous voulons que les peuples africains prennent son destin et que les relations soient d'égal à égal. Il me dit, cet ami me dit non. C'est de la passion des gens qui luttaient encore dans l'opposition. Mais tout de suite,
ils reviendront à la réalité que la France ne peut pas sans l'Afrique. Que la France ne pourrait jamais trouver sa place de petite puissance dans le concert des grands sans les wagons africains. Ça veut dire, et très rapidement, ce discours est revenu. Et ce discours n'a plus été répété par le président Hollande, ni par quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, nous sommes à cette situation-là. C'est une manière de dire, la question de la France-Afrique, ce n'est pas seulement nous qui dénonçons, mais il ne faut pas que la dénonciation se limite seulement à une question de débat, mais il faut qu'on agisse. Merci, professeur Ahmad Mohamed Hassan. Alain Michel Yetna, c'était la synthèse pour ce premier thème. On lance le deuxième avec vous à Douala. Très rapidement, hein, merci au professeur pour cette brillante synthèse. Justement, il n'y a plus rien à dire, si ce n'est que le doyen demande 30 secondes. Alors, tu vas m'excuser. Je crois que s'il n'y avait pas Mohamed, il fallait le créer. Non, c'est vrai. Vous savez, nous, on n'a rien à... Les Béninois, le Dahomey, il n'y a pas un pays d'Afrique de l'Ouest francophone qui n'a pas eu un docteur béninois ou bien un professeur béninois. C'est le pays de l'excellence. On n'a rien contre Talon. Moi, je ne le connais même pas. Merci. Mais il a gagné bien. Et Bandakani a bien fait de nous dire ça. De dire qu'on est heureux qu'il soit là. Sans qu'on ait quelque chose contre ce monsieur, le collier importé. C'est moi qui le dénonce ici toujours. Mais mon problème est que les gens sachent qu'on n'a rien contre Talon. Monsieur Talon, bien mais sûr. Mais Berlusconi était élu en Italie. Et il a fait valoir son argent. Merci, Père Noah Sadio. Juste deux messages pour clôturer ce sujet. Bonjour, mon frère Yedna. Bonjour au Conseil de sages. Les Béninois doivent prendre leur pays en main. Monsieur Talon n'est que leur représentant. C'est à eux de le contrôler. Penda de Braxi.com. Je crois que c'est comme ça que ça se lit. C'est un réseau social panafricaniste. Certainement qui vous sera présenté bientôt, peut-être sur nos antennes. Il y a un dernier message. Félicitations à Bandakani pour son analyse. Il explique enfin ma pensée, à savoir, est-ce que, en tant que président homme d'affaires, M. Talon peut conduire le Bénin sur le chemin du panafricanisme? C'est encore Bugre John Mark de la Côte d'Ivoire. Nous allons planter le décor, toujours avec Nadège Gouini, en ce qui concerne le sujet sur la démocratie. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. Lorsque la perestroïka de Gorbatchev a soufflé sur le continent du Toumaï à l'aube des années 90, nombreux sont les Africains qui ont cru en les vertus miraculeuses de ce vent d'Est. Plus de 2 décennies après, alors que l'Afrique se trouve à la croisée des chemins sociopolitiques, économiques et géostratégiques, le remède miracle anti-dictature s'avère être plus pire que le mal dans la mesure où, contrairement à la définition générique du président américain Abraham Lincoln, cette panacée baptisée démocratie, loin d'être le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, serait plutôt une machine à répression contre les intérêts du peuple. Ce qui a fait dire à Gustave Mirabeau dans la grève des électeurs que dans le régime démocratique qui veut que l'alternance se fasse par les urnes, les électeurs, la plupart du temps, votent pour des bouchers qui vont les tuer et pour les bourgeois qui les mangera. Fort de ce constat des limites de ce système de gouvernance fabriqué et importé, l'on s'interroge sur le continent et au sein de la diaspora s'il est possible pour l'Afrique de se doter d'un système de gouvernance dépouillé de toute coloration occidentale, conforme aux réalités africaines et où le pouvoir appartienne véritablement au peuple et non pas à une caste dirigeante plus préoccupée à défendre des intérêts individuels que collectifs. Selon ses promoteurs et ses principes de base, la démocratie est un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les peuples qui composent la communauté mondiale, indépendamment des différences culturelles, politiques, sociales et économiques. Elle est donc un droit fondamental du citoyen qui doit être exercé dans des conditions de liberté, d'égalité, de transparence et de responsabilité au respect de la réalité des opinions dans l'intérêt commun. La démocratie est à la fois un idéal à poursuivre et un mode de gouvernement à appliquer selon des modalités traduisant la diversité des expériences et des particularités culturelles, sans déroger aux principes, normes et règles internationalement reconnues. Elle est donc un état ou une condition perfectionnée et toujours perfectible dont l'évolution dépend des divers facteurs politiques, sociaux, économiques et culturels. En clair, la démocratie repose sur des principes de base tels que la séparation des pouvoirs entre 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif qui applique les lois, le pouvoir législatif qui fait les lois et le pouvoir judiciaire qui punit le non-respect des lois.
la règle de la majorité lors des élections, le pluralisme politique, c'est-à-dire la reconnaissance de plusieurs partis politiques, le recours contre les voix et le respect des libertés, par exemple la liberté d'expression avec le vote. Mais plus d'un observateur, la démocratie telle de gouvernance, particulièrement en Afrique, est une imposture. En son temps déjà, le guide de la révolution libyenne, le colonel Muammar Kadhafi, qui soutenait dans son célèbre livre vert que la démocratie imposée par l'Occident était un système de crabe où le plus gros bouffe les autres, avait tenté d'apporter une réponse au type de gouvernance qui conviendrait à l'Afrique à travers l'opérationnalisation de la démocratie directe, qui dans beaucoup d'États africains et du monde est demeurée une idée utopique, éloignée de la réalité, remplacée par de nombreuses théories de gouvernement, telles que les assemblées parlementaires, les coalitions de partis, les référendums, lesquels, selon lui, ont toutes contribué à isoler le peuple de l'activité politique, à usurper sa souveraineté et à confisquer son pouvoir au profit d'appareils de gouvernement successifs et en conflit, qu'ils soient individus, classes, sectes, tribus, parlements ou partis. Merci Nadège, en Guigny, nous irons très vite, même si les messages sur le Bénin ne font que fuser. On dirait que nous avons laissé les Africains sur leur soif. Merci pour le Bénin, mais il est temps pour Afrique Média de lancer l'émission Les Observateurs ou encore Les Yeux de l'Afrique pour que nous puissions vous envoyer des vidéos uniques des barbares, des veuves noires, communauté internationale dans nos pays. Quartiers et villages, c'est à Doskoni. Il n'a pas écrit, indiqué son pays. Il y a d'autres messages, nous n'allons pas les lire parce que nous sommes obligés de laisser là ce sujet. Père Noah Sadio, nous parlons de la démocratie. C'est un concept tellement vaste. Malheureusement, nous n'avons pas de temps déjà de dire, d'expliquer à ceux qui ne comprendront pas ce que c'est que la démocratie, combien de types de démocratie il existe. Nous allons nous arrêter à son concept de base, c'est-à-dire le pouvoir dévolu au seul peuple. Est-ce que vous pensez que cela existe en Afrique? Votre question est tellement importante. La démocratie est-elle le modèle de gouvernance par excellence pour l'Afrique, pour les États africains? Vous savez, mon ami Bandakani et moi, souvent, on ne s'accorde pas là-dessus. Et lui, sa façon est qu'il n'y a pas de vraie démocratie en Afrique. C'est vrai, souvent les gens te disent démocrates alors qu'ils sont loin d'être démocrates. Ce n'est pas la meilleure façon de gouverner, mais il n'y a pas mieux. Et ça, j'insiste là-dessus, quelqu'un vient de me montrer, parce que s'il n'y avait pas de démocratie ou de compréhension des uns aux autres, parce que pour moi, la définition de la démocratie, c'est la majorité au pouvoir sans l'oppression de la minorité qui les conteste. C'est ça ma façon de définir. Aujourd'hui, les Africains prennent la démocratie pour... je ne sais pas comment je vais le dire, pour marchander. Parce que dès qu'ils s'installent au pouvoir, ils deviennent les plus gros autocrates qu'on puisse voir. Ils interdisent les marches, ils interdisent les choses. Bon, on ne marche pas pour le plaisir de marcher, mais je crois que moi, à mon humble avis, la démocratie est encore pour moi dans le système que je peux vivre le mieux. Le reste, je ne peux pas. Bon, les gens ont trouvé que peut-être dans la dictature, on peut exercer beaucoup de choses. Mais moi, je ne peux pas vivre dans une dictature. Sincèrement, ça me mettrait mal à l'aise. Donc, je suis pour les démocrates. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Merci, Monsieur Yerna. Je voudrais déjà dire que celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter. Mais cependant, en démocratie, sincèrement, je voudrais qu'on me cite un seul pays en Afrique, bien en Afrique, où la démocratie a résolu le problème. Si on parle de démocratie, qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Ça, c'est la vraie démocratie. En Côte d'Ivoire, c'est la démocratie. Partout où on a parlé de démocratie, voyez les conséquences. C'est les morts, c'est les déportations, c'est l'injustice, c'est tout cela. Est-ce qu'au Bénin, ce n'est pas la démocratie, avec ce qu'on vient de vivre, où le peuple a choisi Patrice Talon? Si vous allez appeler ça la démocratie, je pense que c'est pratiquement, je ne peux pas appeler ça la démocratie. Ce n'est pas parce qu'on a pris un bulletin de vote, qu'on a mis dans une urne et on a désigné une personne que c'est la démocratie. Parce que ceux qui n'ont pas voté pour Talon, ils deviennent quoi dans ce cas-là? Ils deviennent quoi? Ils sont
ils restent tranquilles. Alors, vous prenez 35% de personnes qui n'ont pas voté Talon. Ils deviennent quoi? Bon, disons un seul instant que dans des pays africains, on a vu comment, pendant les périodes où on a appelé la dictature, comment les pays se sont développés dans ce qu'on a appelé, l'Occident a appelé la dictature. Parce que ça les arrangeait en cette période-là. Maintenant, à un moment où ils se rendent compte que les gens sont en train d'évoluer contre leurs intérêts, ils amènent une histoire qu'on appelle la démocratie et voient les conséquences. Non, c'est pas compliqué. On peut avoir le nez sur la face et on se comporte comme si c'était derrière la tête. Ce n'est pas possible. Nous voyons les conséquences de la démocratie en Afrique durant toutes ces 20 dernières années. C'est que ça nous a apporté. On est dans toutes les guerres actuelles. Tout ce que vous appelez Daesh, Boko Haram, c'est la démocratie. À partir de la Libye, on a vu la démocratie. À partir de la Tunisie, on a vu la démocratie. Alors, avec ça, vous voulez qu'on encourage ou on décourage la démocratie? C'est ça le problème. Parce que vous ne voulez pas que les Africains se trompent. Je pense qu'on peut réussir par nous-mêmes à trouver un moyen de créer une structure pour diriger notre pays, au lieu de s'accrocher à ce que l'Occident prépare tout cuit pour nous amener et on adopte bêtement sans réfléchir. Moi, je suis pour que les Africains se prennent en charge, réfléchissent et se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer nos pays tranquillement sans calquer ce que l'Occident nous impose. Est-ce que vous pensez qu'il y a des modèles, il existe actuellement des modèles de démocratie occidentale, je fais la précision, sur le sol africain? Ce qu'on pratique là, c'est le modèle purement occidental. On ne fait rien qui soit fait par nous-mêmes. Je prends un cas simple, M. Yerna. Il ne faudrait pas qu'on se voit là. Non, je veux savoir s'il y a des pays qui excellent dans l'application de ce modèle occidental. Mais tous les pays de la zone franco-afrique pratiquent ce que l'Occident leur a imposé. Les anglophones, regardez, les anglophones, les lusophones, regardez un peu la différence. Dans ces pays, il y a moins de problèmes. Parce que j'ai l'impression qu'ils réfléchissent, ils intègrent un peu leur environnement sociétal. Ce qui fait en sorte que ça réduit un peu les problèmes. Je parle des cas où on peut vivre, on peut regarder. Je dis encore une fois, l'Afrique francophone, particulièrement, peut créer son modèle, même en associant ce que les Français... Mais il faudrait qu'on réfléchisse un peu bon sens. On ne peut pas se limiter à ce qu'on nous a servi. Je prends des exemples. Vous voyez, dans les 14 pays africains, regardez comment les gouverneurs s'habillent. Regardez comment les préfets s'habillent. Regardez la police, la gendarmerie, c'est les mêmes modèles. C'est du copier-coller. Il n'y a aucune différence quand vous voyez bien. C'est les mêmes képis, les mêmes... Mais bon sang, c'est quoi cette histoire où on est obligé de ne même pas faire un effort par rapport à ce qu'on a reçu? Vous recevez un repas, achetez au moins un peu de sel, bon sens. Ne le faites pas crûment comme ça. Ne l'avalez pas comme ça d'imagination. Oui, merci beaucoup, Père Simon. Rapidement, avant de retourner du côté de N'Djamena, nous allons prendre également le point de vue de Luc Michel sur la question. Rebonjour, Luc Michel. Mon cher Bachir, la première chose que je vais vous dire, je déplore la confusion qui est dans le thème même de votre question. Vous posez la question de savoir s'il faut la démocratie en Afrique, mais visiblement vous confondez parlementarisme de type occidental avec la démocratie. Ce parlementarisme de type occidental, c'est tout précisément, sauf la démocratie. C'est un système bourgeois qui a consacré la domination politico-financière des oligarchies bourgeoises sur la vie politique, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe occidentale. Il y a dans ces deux pays de véritables dynasties bourgeoises où l'on est élu de père en fils. C'est devenu caricatural, par exemple, aux États-Unis, où deux Bush ont été présidents, où le petit frère, qui malheureusement n'a pas été suivi, ou heureusement, suivant le côté où son place, mais voulait à lui aussi devenir président. Nous avons en Belgique, évidemment, le Premier ministre belge fédéral Charles Michel, qui est le fils de Louis Michel, ancien ministre, chef du libéralisme belge, commissaire européen, l'homme qui a fait tant de mal en Afrique, singulièrement dans la région des Grands. Ce sont des dynasties, les mêmes existent en France et ailleurs. Pour être aujourd'hui à la tête de la politique parlementaire, il faut pour commencer être riche. Aux États-Unis, il n'y a plus que des milliardaires et des multimillionnaires qui peuvent être candidats à la France, et ça commence à être la même chose en Europe. Sarkozy, par exemple, et par son mariage avec Carla Bruni, la 5e fortune italienne, est un milliardaire. Il y en a beaucoup d'autres dans toute la politique européenne. Tout ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ce parlementarisme occidental est présenté comme la démocratie précisément par les forces qui sont actives économiquement et politiquement
derrière la globalisation, c'est-à-dire le bloc américano-atlantiste, celui qui veut faire régner le monde des régimes politiques où le marché domine à la fois l'économie mais aussi la vie politique, où les multinationales, les oligarchies financières prennent le pas sur les États et où des parlements de type oligarchique jouent un rôle de second plan. Là, évidemment, j'ai répondu à votre question, n'a pas besoin de cette caricature de démocratie. Il faut encore souligner une fois, c'est qu'au moment où on nous la présente comme un modèle en Afrique, elle a fait faillite, notamment dans l'Union européenne ou aux USA. Aux élections françaises, aux 3 dernières élections, c'est-à-dire les départementales, c'est-à-dire les municipales et les élections européennes de mai 2014, eh bien, on a vu tout simplement un Français sur 2, parfois jusqu'à 56 ou 55%, ne pas aller voter. C'est un refus global de la politique, des institutions, de ce parlementarisme. C'est la même chose dans la plupart des pays de l'Union européenne. On a même vu des abstentions de 70% en Tchéquie lors des élections européennes. Aux USA, c'est la même chose. Ce régime, par exemple, aux USA, les présidents sont élus par moins de 80 millions de voix sur une population qui va allègrement au-delà de 350 millions. Ce sont des régimes oligarchiques minoritaires. Il faut dire une dernière chose, c'est que ce système est dominé par les fraudes. On sait que Bush, par exemple, mais les Kennedy avant eux, ont été élus par un système de fraude, que Bush avait moins de voix qu'Al Gore en 2000. On sait que le père de Kennedy avait acheté via la mafia les voix de l'État clé de Floride. Un livre est sorti aux États-Unis qui s'appelle Broken Ballot. Il explique comment la fraude se fait dans les États clés grâce aux machines à voter. La même chose existe en Europe. Pour vous donner un exemple, parce qu'on est plus vite pris la main dans le sac dans les élections des partis politiques, eh bien, à l'élection du candidat socialiste, ça a été finalement François Mitterrand, pour la dernière présidentielle, il y a eu des fraudes massives. Et lors des élections à ce qui était le parti de Sarkozy, l'UMP, pour l'élection du secrétaire général, il y a aussi eu des fraudes massives. Elles sont avérées, dénoncées dans des livres. La deuxième chose qui fausse ce système-là, évidemment, c'est le fric roi, puisque le fric qui les aides étatiques est réservé aux partis du système. Moi, j'ai fait de la politique en Belgique pendant presque 25 ans. J'ai même réussi à un moment donné à avoir quelques députés dans des parlements régionaux en Belgique. Eh bien, à aucun moment nous n'avons accédé à l'ancienne de l'État. Il fallait pour ça être représenté dans toutes les assemblées, Sénat, Parlement fédéral, etc. Et deuxièmement, nous n'avons jamais eu accès à la radio ou à la télévision d'État. Dans ces conditions, ça se passe comme ça pour les petits partis, pour les partis alternatifs, pour les partis anti-système, dans tout le système occidental. Ce système est une farce, un théâtre. D'accord. Vous n'avez pas eu le temps de chuter, Luc Michel. Je vais vous le permettre rapidement. En ce qui nous concerne, quelle voie prenez-vous pour l'Afrique? Est-ce la démocratie souveraine africaine que vous évoquez souvent? Rapidement. Mon cher Bachir, il faut à l'Afrique, c'est un concept que j'essaye de développer maintenant régulièrement, c'est une démocratie souveraine africaine. Cette démocratie souveraine africaine, elle fonctionne déjà. Il y en a un modèle, c'est la façon dont la politique est menée dans la Guinée équatoriale du président Obiang-Nema Mbasogo, avec un dialogue national avec l'opposition, avec un gouvernement d'union nationale ouvert à des partis d'opposition, avec un système fonctionne de façon ouverte et démocratique, comme le révèle d'ailleurs la campagne qui vient de démarrer pour l'élection présidentielle et les élections générales. Il faut que cette démocratie africaine souveraine prenne exemple, prenne modèle ou prenne inspiration sur ce qui se fait par exemple en Russie. Les Russes ont leur propre concept qui est précisément la démocratie souveraine russe, avec un système non pas à 2 parlements, Parlement fédéral et Sénat, mais à 3. La troisième étant la Chambre civile russe, ouverte à la société civile, aux ONG,
ce qui permet leur expression. Ceux qui prétendent que la Russie de Poutine n'est pas démocratique oublient cette institution unique qu'est la troisième chambre civile russe. Il y a enfin une expérience africaine dont on doit s'inspirer en Afrique. C'est l'expérience de la Jamaïria, l'aine de Muammar Kadhafi, qui avait développé un système de démocratie directe, de représentation directe du peuple, où il n'y avait plus de différence entre la politique et la société civile précisément, avec ses congrès populaires de base, avec son congrès populaire général au sommet de la pyramide de la démocratie directe, avec ses super municipalités, les 22 chabiats, qui étaient inspirées de la première commune de Paris, celle du très grand Robespierre, qu'admirait beaucoup Kadhafi, comme je l'admire moi-même. Tout ça, évidemment, c'est une expérience dont il y a beaucoup de choses à retirer pour développer une démocratie différente en Afrique. Et oublier définitivement, renvoyer dans les oubliettes de l'histoire et de la politique ce parlementarisme occidental qui n'est qu'un mauvais système hypocrite oligarchique ayant fait faillite en Occident lui-même. D'accord, merci beaucoup Luc Michel. Bachir, je vais vous renvoyer l'antenne. Vous avez beaucoup été cité par Luc Michel, mais c'est aussi ça les aléas du direct. Je vous renvoie l'antenne pour la suite. Alain Michel Yetna, alors on me fait savoir qu'avec la Belgique, il y a un petit problème avec les images. Donc Luc, c'est tout simplement que c'est Bachir qui posait la question. Alors, sur ce plateau, Christian Babilou Fochada, nous parlons de démocratie comme modèle de gouvernance par excellence pour les pays africains. Mais quand on a écouté ce qu'on parlait à Douala et qu'on a suivi cette analyse de Luc Michel, on est quand même tenté de se poser la question, si la démocratie ne réussit pas, même chez les précurseurs que sont les Occidentaux, si la démocratie ne donne pas les résultats escomptés, pourquoi est-ce que les États africains aujourd'hui veulent se mettre dans des démocraties en herbe? Bachir, quand j'écoute très bien les différentes interventions des autres panélistes et de notre correspondant Luc Michel, je voudrais repréciser une chose. En partant de deux postulats, si nous considérons que l'Afrique est le berceau de l'humanité et ensuite que nous définissons cette démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, alors je pense que si on observe, si on scanne nos sociétés africaines, on va se rendre compte que la démocratie est préexistante à l'enseignement qu'on a souvent reçu en disant que... Les Africains sont des démocrates depuis longtemps. Voilà. Oui. Je voudrais comme ça vous convoquer à regarder. Moi, je suis vêtu d'une tenue traditionnelle. Je suis issu d'un groupe ethnique ou d'un grand groupe ethnique au Cameroun qui s'appelle les Bamileke et qui est tellement bien organisé et structuré, la société Bamileke. Peut-être dans la société Bamileke, il y a un chef. Mais pensez-vous que le chef, dans la société Bamileke, il n'y a pas de démocratie? Le chef n'a pas tous les pouvoirs, il n'est pas le détenteur de tous les pouvoirs. La société est si bien organisée que le chef ne prend pas toutes les décisions toute seule parce qu'il est assisté d'un conseil des les 9 notables, et ainsi de suite. Il y a différents conseils qui l'aident à gouverner son royaume ou son village. Et ça, la colonisation, heureusement, n'a pas pu détruire un pays Bamileke. Et ce modèle de gouvernance traditionnelle, aujourd'hui, existe toujours. Donc, si on s'inspire de cet héritage-là, nous, on dira, nous n'avons rien. Je peux dire humblement, nous n'avons presque rien à apprendre des autres civilisations. C'est vrai, dans le jeu, le commerce des échanges intercivilisationnels, nous pouvons aussi tirer des autres civilisations. Mais il faut noter au départ que la démocratie est née en Afrique, avant d'aller en Europe. Ici, si vous remarquez, il n'est même pas question de copier les autres, mais on nous l'impose. On destitue les chefs d'État. Soi-disant, ils n'ont pas de démocratie dans leur pays et tout ça. Donc, on nous l'impose carrément. Comment dire,
C'est une imposture, Bachir. Ça, c'est le terme. Parce que j'ai souvent dit que c'est dans le génie de chaque peuple que les responsables doivent trouver les formes adaptées de leur démocratie et de gouvernance, et non dans la copie passive. Et si la copie était même active d'un modèle universel qui n'existe pas. Il n'y a pas de modèle universel de démocratie. Il n'y a pas de modèle universel de démocratie à imposer à coups de bombes, de missiles et tout ça, ou de sanctions économiques. Ça n'existe nulle part. Parce que comme Luc Michel le disait si bien dans son analyse, nous avons vu l'échec de cette démocratie parlementaire en Occident, de cette démocratie directe ou indirecte en Occident, mais le seul endroit sur Terre, sur cette planète Terre, où on a eu un modèle de démocratie directe qui a apporté l'État-providence, qui garantissait un bien-être aux populations, c'est en Libye, c'est avec la Jamaïra arabe libyenne. Donc, mais pourquoi ce modèle a été détruit? Justement parce que, souvenez-vous, tout ce qui est bon devrait être venu de l'Occident. Pour une fois qu'il y a quelque chose que Kadhafi a pu implémenter, un modèle de démocratie directe qui marche, il a fallu détruire. Parce que ce modèle a montré ses preuves. On a eu des résultats probants sur le terrain. On a vu l'État-providence, on a vu la qualité de vie que ce modèle réservait aux Libyens. Et aujourd'hui, donc, il fallait détruire ce modèle pour que ce modèle ne puisse faire tache d'huile. Voilà, merci Christian Fauchada, mon frère Jean de Dieu. Mon frère Bachir, vous faites bien de ne pas me poser des questions. Je vais exposer. Je voudrais vous raconter que mon grand-père, avant de mourir, m'avait enseigné que le démocrate et le vrai dictateur, c'est Dieu. J'ai découvert en allant lire les livres des Occidentaux qu'il avait raison. Le vrai démocrate, le dictateur, c'est Dieu. Pourquoi? Il vous laisse faire des péchés librement. Et il est démocrate. Il vous laisse faire installer le désordre librement. Mais il est dictateur parce que quand il va vous le souffle de vie, c'est dictatorialement, permettez-moi cette année. Et c'est ici que vous découvrez que, ben, attends, tout ce que je faisais, vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Vanité des vanités et tout est vanité. Donc Dieu est à la fois dictateur et démocrate. C'est pour ça que j'enseigne la semi-dictature. C'est-à-dire quoi? Je ne sais pas la démocratie. Parce que c'est lui qui a prononcé le mot dictature. Il était né en 1600 quelque chose. On l'appelait Jean-Jacques Rousseau. Lui-même, il a conclu le livre. Le livre s'appelle Le contrat social. Il a dit que s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des êtres humains. C'est pour ça que quand je vais arriver sur la deuxième partie de mon exposé, première partie, qu'est-ce que j'enseigne? J'enseigne qu'il faut mettre en place un modèle institutionnel où l'homme serait au centre de nos préoccupations, avec justice sociale, avec des valeurs, avec l'amour, avec le consensus communautaire. Cela existe à Ebomzout, sans les Blancs. Cela existe, il a dit chez les Bamileke, chez tous les peuples. Maintenant, comme tous les peuples doivent se rencontrer en État, on peut porter ce que vous appelez le vote. Si ça peut nous prouver, si ça peut nous donner le consensus communautaire. Lorsque j'ai fini de le dire, je vais donc dans la deuxième partie pour vous faire observer que la démocratie telle qu'elle est exportée en Afrique, le discours démocratique exporté en Afrique est extrêmement